Papa a offert une Mercedes à 92 000 $ à mon frère et un vélo aux pneus crevés à moi, la livraison de grand-mère pour mon 18e anniversaire. Mes parents ont acheté un SUV Mercedes à 92 000 $ à mon frère, pour son 16e anniversaire. Pour moi, ils m'ont donné un vélo d'occasion avec un pneu crevé. Apprends à te battre, a dit mon père. Ma grand-mère a tout entendu, et n'a rien dit. Mais le jour de mon 18e anniversaire, un camion plateau s'est arrêté dans notre allée. Le chauffeur a demandé « Êtes-vous Nathalie ?» Puis, il a montré l'arrière du camion. Papa a laissé tomber ses clés. 92 000 $. C'est ce que mes parents ont payé pour le cadeau du 16e anniversaire de mon frère. Un SUV Mercedes GLS blanc nacré, avec des sièges en cuir fauve, un toit ouvrant panoramique. Et un nœud rouge de la taille d'une table de cuisine posée sur le capot. Le concessionnaire l'a livré sur une remorque à plateau, à 10 h du matin. Sous les yeux de toute notre rue. Ma mère se tenait dans l'allée et pleurait. Mon père a serré la main du chauffeur. Comme s'il venait de conclure l'achat d'une résidence secondaire. Mon frère, Landon, se tenait là en pyjama et criait si fort que Madame Hadford d'en face est sortie sur son porche avec son café, pour regarder toute la scène. Le trottoir était froid à travers mes baskets. J'avais un sac à dos plein de manuels sur l'épaule gauche. Car l'épicerie m'attendait pour un service de 4 heures dans 40 minutes. Et personne dans ma famille n'avait pensé à mentionner qu'aujourd'hui était aussi un jour qui comptait. Pas pour moi. Pour Landon. Tout était toujours pour Landon. 2 ans plus tôt, pour mon 16e anniversaire, mon père m'avait tendu un vélo d'occasion. Un vélo pour femme à 10 vitesses de chez Godwill, avec un pneu arrière crevé. De la rouille qui grimpait sur la chaîne, une guidoline qui s'écaillait. Et une étiquette de prix encore sur le cadre. 34 $. Il l'a appuyé contre la porte du garage et a prononcé 4 mots. Comme s'il transmettait une sagesse, apprends à te battre, Nathalie. Ma grand-mère se tenait à la fenêtre de la cuisine quand il a dit ça, à travers la vitre. Ses mains étaient encore sur un torchon. Elle n'est pas sortie. Elle ne s'est pas disputée avec mon père. Elle n'a pas dit un seul mot à personne dans cette maison, pour le reste de la soirée. Au dîner, elle a passé les pommes de terre, elle a mangé son repas. Et elle a regardé mon père une seule fois, un regard qui a duré 2 secondes. Et qui contenait quelque chose que j'étais trop jeune pour nommer. Ce regard n'était pas un accord. C'était une décision. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur Family Secrets. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer ce qui s'est passé ensuite. Parce que ce que ma grand-mère a fait en silence était plus fort que tout ce que mon père n'a jamais dit à voix haute. Le vélo est resté, non pas parce que c'était un cadeau qui valait la peine d'être gardé, mais parce que s'en débarrasser aurait signifié accepter les conditions qui l'accompagnaient. Le pneu crevé, la rouille, l'étiquette de prix à 34 $. Et la philosophie en 4 mots derrière tout ça. L'idée que la lutte était quelque chose que mon père choisissait pour moi. Tout en construisant une vie différente pour mon frère à 2 mètres de là, dans la même maison. Le vélo est resté dans chaque garage. De chaque appartement et de chaque maison où j'ai vécu depuis ce jour, appuyé contre le mur. Le pneu toujours crevé, l'autocollant toujours sur le cadre. Jude, mon mari, m'a demandé une fois pourquoi je le gardais, non pas pour me juger, mais de la manière calme dont il pose les questions. Quand il sait déjà que la réponse est plus lourde que la question. Parce qu'il avait raison, lui ai-je dit. La lutte était réelle. Il n'a simplement pas le droit de décider de ce que j'en ai fait. Le nom de mon père est Victor. Il a 58 ans. Il occupe le même poste d'expert en assurance de niveau intermédiaire, depuis 22 ans. Ma mère, Judith, a 56 ans, et elle est réceptionniste dans un cabinet dentaire. Ensemble, leurs revenus combinés couvrent un prêt immobilier, les courses, 2 voitures, et une vie de banlieue confortable. Cela ne couvre pas un SUV à 92 000 $ pour un adolescent qui n'a jamais eu d'emploi. Ce calcul n'a jamais tenu la route. Mais à 16 ans, puis à 18 ans, je n'ai pas demandé d'où venait l'argent. Parce que poser des questions dans cette maison, c'était comme leur tendre une arme.
Mon père prenait les décisions. Ma mère les soutenait. Landon les recevait, et moi, je portais ce qui restait. Mais ma grand-mère, Estelle, tenait les comptes. Pas sur un tableur, pas dans un classeur, mais au dos des enveloppes. Dans les marges des relevés bancaires. Dans une mémoire qui ne manquait rien et pardonnait encore moins. Le matin de mon 18e anniversaire, un son m'a réveillé qui n'avait pas sa place dans notre quartier. À 7 heures du matin. Pas un moteur de voiture. Quelque chose de plus lourd, quelque chose de diesel, qui tournait au ralenti au bord du trottoir. Avec le bruit sourd et régulier d'un camion qui avait fait une longue route pour être là. Par la fenêtre de ma chambre, j'ai vu une remorque à plateau garée devant la maison. Les feux de détresse clignotant en orange dans la lumière matinale. Un homme en veste de travail grise se tenait près du haillon, avec un presse-papier et un stylo. À l'arrière du plateau se trouvait un pick-up Ford rangé, vert foncé, âgé de 5 ans. Une rayure le long du pare-chocs arrière, des pneus de travail. Et une boîte à outils argentée boulonnée sur la benne. Pas neuf, pas brillant, pas une Mercedes. Mais il était solide, il était payé, et il était dans mon allée à 7 heures du matin. Un jour que personne dans ma maison n'avait mentionné. Le béton était froid sous mes pieds nus. Le chauffeur a levé les yeux de son presse-papier. « Êtes-vous Nathalie ?» Le hochement de tête est venu avant les mots. Il a montré le camion. « Celui-ci est à vous. Payé en totalité. L'immatriculation et les papiers sont dans la boîte à gants. » La moustiquaire a claqué derrière moi. Mon père a descendu les marches. Tenant sa tasse de café dans une main et ses clés de voiture dans l'autre. Il a regardé le plateau. Il a regardé le chauffeur. Il a regardé le Ford rangé avec la rayure sur le pare-chocs. Les pneus de travail et la boîte à outils. Puis il a regardé la fenêtre de la cuisine. La même fenêtre où ma grand-mère s'était tenue 2 ans plus tôt, le regardant me tendre le vélo. Estelle est sortie sur le porche. Elle avait 70 ans, portait un cardigan bleu qu'elle mettait tous les matins. Et elle se déplaçait comme elle l'avait toujours fait, lentement, délibérément. Comme si elle avait déjà décidé de ce qu'elle allait dire avant que ses pieds ne touchent l'allée. Elle a regardé mon père. Une seule phrase, elle a 18 ans. C'est à elle. N'y touche pas. Les clés de mon père ont glissé de sa main droite et ont heurté le béton. Le son était faible, mais il a porté. Il ne s'est pas penché pour les ramasser. Il est resté là, avec son café qui refroidissait et la bouche entr'ouverte. Et pour la première fois de ma vie, quelqu'un dans cette famille avait pris une décision qu'il ne contrôlait pas, n'autorisait pas. Et ne pouvait pas annuler. À l'intérieur de la boîte à gants, derrière l'immatriculation, il y avait une enveloppe. Dans l'enveloppe, une seule feuille de papier d'une coopérative de crédit dont je n'avais jamais entendu parler. Un relevé de compte en fiducie. Le solde était de 86 000 $. Estelle avait ouvert le compte l'année de ma naissance. Elle y avait déposé de l'argent chaque mois, pendant 18 ans. Argent d'anniversaire. Argent de Noël. La petite pension qu'elle avait gagnée après 31 ans de travail dans une cafétéria d'école. Chaque dollar disponible qu'elle pouvait trouver pendant 18 ans, est allé sur ce compte. Et elle n'en a jamais parlé à une seule personne de notre famille. Jusqu'au matin où le camion plateau est arrivé dans l'allée. Le camion coûtait 8 400 $. Le reste était pour mes études, mon premier appartement. Et quel que soit le genre de vie que je déciderais de construire avec. Assise dans la cabine de ce camion, le siège sentait le produit de nettoyage et le vinyle froid. Le volant était rigide. Le relevé de fiducie tremblait dans mes mains, parce que mes mains tremblaient. 86 000 $ économisés par une femme qui mangeait de la soupe en conserve 3 soirs par semaine. Qui portait les 3 mêmes manteaux en rotation. Qui découpait des coupons et réutilisait le papier d'aluminium. Et qui ne s'est jamais rien acheté qui ne soit pas en solde. Elle a fait tout cela pour que le matin de mes 18 ans, un camion plateau puisse tourner au ralenti dans l'allée et livrer un seul message à mon père. Tu as sous-estimé la mauvaise personne. Cette fiducie a payé mon diplôme. Elle a payé mes cours de préparation à l'examen d'expert comptable.
Elle a couvert les 6 premiers mois de loyer de l'appartement où je restais jusqu'à 2 heures du matin à étudier la comptabilité judiciaire. Parce que le vélo m'avait appris une chose que mon père n'avait jamais prévue. Tout peut être compté. Et les gens qui comptent avec soin, sont ceux qui trouvent ce qui était caché. Je m'appelle Nathalie. J'ai 34 ans. Je suis auditrice judiciaire. Le cabinet est petit, juste moi et 2 employés, mais le travail est précis. Et ce travail est le mien. Et chaque client qui franchit ma porte apporte une boîte de chiffres qui raconte une histoire que quelqu'un a essayé d'enterrer. C'est ce que je fais. Je déterre des chiffres enterrés. Mon père n'a jamais demandé en quoi consistait mon travail. Il appelle ça « compter l'argent des autres ». Il a dit une fois à Landon que ce n'était pas une vraie carrière. Il ne sait pas ce que « judiciaire » signifie. Il ne sait pas ce que je peux tracer, ce que je peux reconstituer. Ou à quelle vitesse je peux transformer une pile de relevés bancaires en une chronologie que personne ne peut contester. Il aurait dû demander. 16 ans se sont écoulés entre le camion plateau et l'appel téléphonique. Le vélo m'a accompagné au community college, puis dans mon premier appartement. Puis dans la maison que Jude et moi avons achetée il y a 3 ans. Il n'a jamais bougé de sa place contre le mur du garage. Mais le camion a bougé. Le camion m'a transporté au cours, au stage, au centre d'examen d'experts comptables. Et finalement au petit bureau où j'ai accroché une pancarte qui disait « Callaway Forensic Advisory » et attendu que le téléphone sonne. Le téléphone a sonné. Il n'a pas cessé depuis. Au cours de ces mêmes 16 années, Landon a fait faillite avec 3 entreprises. Une entreprise de detailing mobile qui a englouti 47 000 $ en 8 mois. Un site de dropshipping qui s'est effondré en 4 mois et a coûté 28 000 $. Une entreprise d'organisation d'événements qui n'a jamais réservé un seul événement et a englouti 18 000 $ avant que Landon ne ferme discrètement la SARL. À travers ces 3 échecs, mon père décrivait Landon comme « se cherchant encore ». Ma mère le décrivait comme « différent de toi, chérie. Il a juste besoin de plus de soutien ». Landon a conduit la Mercedes à chaque bureau en faillite, chaque réunion ratée. Chaque présentation manquée. La voiture a vieilli. Landon, non. Il y a eu un dîner il y a 3 ans qui aurait dû tout me dire. Le 80e anniversaire de ma grand-mère. Mon père s'est levé à table et a porté un toast sur la façon dont la famille prenait soin des siens. Il a regardé directement Estelle en le disant. Comme s'il lui rappelait quelque chose qu'elle lui devait. À la fin du dîner, il lui a tendu une carte. À l'intérieur de la carte, au lieu d'un chèque ou d'un cadeau, se trouvait un relevé imprimé montrant le virement mensuel de 1 200 $ de son compte. Intitulé « Service de gestion familiale ». Il l'avait imprimé et placé dans une carte d'anniversaire comme si c'était un reçu de cadeau. Comme si elle devait être reconnaissante pour le service. Ma grand-mère a regardé la carte. Elle l'a pliée. Elle l'a mise dans son sac à main. Elle n'a rien dit. C'était la plus petite trahison. Celle qui prouvait que ce n'était pas de la négligence. C'était un système. Puis ma grand-mère a appelé, un mardi soir de janvier, il y a 2 ans. Estelle avait 80 ans. Sa voix était stable. Mais sous cette stabilité se cachait quelque chose que je reconnaissais de centaines de consultations de clients. Le son d'une personne qui porte un chiffre qu'elle ne peut expliquer, et ne peut plus ignorer. « J'ai besoin que tu regardes quelque chose », a-t-elle dit. Pas par téléphone. Viens chez Irene. Irene est la nièce d'Estelle. La famille l'appelle tante Irene. Elle a 58 ans. Une parajuriste à la retraite qui vit dans une maison de plain-pied avec une table de cuisine propre et un classeur dans chaque pièce. Irene est le genre de personne qui conserve des factures de services publics de 2003 dans des dossiers étiquetés. Qui lit des documents de prêt pour se divertir? Et qui a dit à ma grand-mère 2 ans avant cet appel, commence à garder tes relevés bancaires. Tous. Ne le dis pas à Victor. En conduisant vers la maison d'Irene. Les rues étaient sombres et le chauffage de ma voiture cliquetait comme il le fait toujours en janvier. Mes mains étaient serrées sur le volant. Pas parce que j'avais peur de ce que j'allais trouver.
Mais parce que j'en connaissais déjà la forme. Les auditeurs judiciaires développent un sens pour l'argent qui a été déplacé de manière incorrecte. Cela reste à l'arrière de votre crâne, comme un son que vous ne pouvez pas tout à fait identifier. Et c'était là chaque fois que je regardais mon père dépenser de l'argent qui ne correspondait pas à son salaire. Estelle était à la table de la cuisine d'Irene avec une boîte à chaussures. Pas une boîte d'archives, une boîte à chaussures. À l'intérieur, des relevés bancaires, des bordereaux de retrait. Des notes manuscrites au dos d'enveloppe. 2 ans de documentation collectée par une femme de 80 ans qui ne possédait pas d'ordinateur. Mais qui comprenait avec une clarté qui vient de 31 ans de travail dans une cafétéria. Et du comptage de chaque dollar qui entrait et sortait de sa vie. Que quelque chose était en train d'être pris. Le premier relevé montrait un retrait mensuel de $1,200 du compte d'épargne d'Estelle à la First Heritage Bank. Un virement récurrent vers un compte se terminant par 7741. C'est le compte chèque de ton père, a dit Irene depuis le seuil de la porte, les bras croisés. J'ai vérifié le numéro grâce à de vieux bordereaux de dépôts familiaux qu'Estelle avait gardés d'Illy. À des années. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Estelle a répondu avant qu'Irene ne puisse le faire. Sa voix était calme, mais elle ne vacillait pas. Depuis qu'il est devenu mon mandataire. Il m'a dit que c'était des frais de gestion. Il m'a dit que toutes les familles faisaient ça. Il m'a dit que je devrais être reconnaissante que quelqu'un surveille mes comptes pour que je ne fasse pas d'erreur. As-tu fait des erreurs, grand-mère? J'en ai fait une. J'ai fait confiance à mon fils. Irene s'est approchée de la table, a tiré une chaise, s'est assise en face de moi. Et a posé sa main à plat sur la boîte à chaussures. Ta grand-mère mange de la soupe en conserve 3 soirs par semaine depuis 2 ans. Non pas parce qu'elle ne peut pas se permettre mieux. C'est parce que ton père prend $1,200 par mois avant qu'elle ne puisse le dépenser pour autre chose. Elle découpait des coupons pour les courses pendant qu'il achetait une voiture à $92 000 à ton frère. Tu n'es pas cruel en regardant ça. Tu es précise. C'est tout ton travail. C'est à ce moment-là que l'auditrice a pris le dessus et que la fille s'est mise en retrait. L'audit complet a pris 5 nuits à la table de la cuisine d'Irene. Après avoir terminé avec mes clients réguliers de la journée. Je conduisais jusqu'à cette maison de plein pied, j'étalais les relevés sur la surface en chaîne. Et je construisais une chronologie de 14 ans qui racontait l'histoire des finances d'une famille. Dans un langage que personne ne pouvait mal interpréter. J'ai failli supprimer le tableur à la ligne des $47 000, non pas pour protéger mon père. Mais parce que le total se dirigeait vers un chiffre qui rendrait impossible de le traiter comme une erreur. Et une fois que je l'aurais écrit, il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais ensuite, j'ai pensé aux mains de ma grand-mère, les articulations enflées, la peau fine. 31 ans à soulever des plateaux de cafétéria et à essuyer des tables. Et les salaires que ses mains avaient gagnés, se trouvaient sur le compte chèque de mon père. Payant pour des entreprises qui ont échoué, une voiture qui s'est dépréciée. Et un style de vie que mon frère n'a jamais mérité. Le curseur est resté sur le tableur. Les chiffres ont continué. Si vous suivez et voulez savoir comment la confrontation s'est déroulée, assurez-vous d'être abonné à Family Secret Health. C'est ici que l'histoire prend un tournant. Voici à quoi ressemblaient 14 ans de retrait. Les frais de gestion mensuels de $1,200 que Victor facturait à Estelle depuis qu'il était devenu son mandataire en 2010. Sur 14 ans, $21,600. La première entreprise de Landon, $47 000. La deuxième, $28 000. La troisième, $18 000. Tous prélevés sur l'épargne d'Estelle. Tous décrits à elle comme des investissements qui rapporteront. La bague de fiançailles au doigt de Brooke, $14 500, achetée avec le compte d'épargne d'Estelle. Et le chiffre qui m'a arrêté en pleine frappe, la Mercedes GLS à $92 000. Non pas payé avec le salaire de Victor, mais payé en retirant $92 000 du certificat de dépôt de retraite d'Estelle. Encaissé en avance avec une pénalité de $9 200 qu'Estelle a également payé.
Victor lui a dit que l'argent était pour des réparations à la maison. Il n'y a pas eu de réparation à la maison cette année-là. Il y a eu une voiture avec un nœud rouge dans l'allée. Total, 312 000 $. Ma grand-mère avait commencé avec plus de 350 000 $ d'économie de toute une vie. De versement de pension, et un petit héritage de son défunt mari. Il lui restait 41 000 $. 82 ans. Soupe en conserve, coupons découpés, papier d'aluminium réutilisé. Parce que son fils a vidé ses comptes pour financer l'enfant qu'il préférait. Tout en disant à l'autre d'apprendre à se battre. Puis quelque chose de pire a fait surface. Entre deux relevés bancaires de 2009. Estelle avait gardé une lettre qu'elle avait écrite à Victor mais jamais envoyée. Papier de cahier à ligne, petite écriture soignée. Victor, j'ai créé la fiducie parce que je t'ai vu lui donner un vélo avec un pneu crevé et appeler ça une leçon. Ce n'était pas une leçon. C'était un choix. J'en fais un différent. Elle ne l'a jamais posté. Mais Victor l'a trouvé. Estelle me l'a dit doucement, sans croiser mon regard. Il est venu à son appartement fin 2008, a tenu la lettre devant son visage et a dit. Tu penses savoir mieux que moi comment élever mes enfants? Il est devenu son mandataire 16 mois plus tard. Les retraits ont commencé dans l'année, et ils se sont intensifiés après chaque dépôt. La fiducie était la rébellion d'Estelle. Le vol était la punition de Victor. La nouvelle procuration me nommant a été déposée auprès du greffier du comté un jeudi. Le rapport d'abus financier sur personnes âgées, APS, a été déposé le même jour. Mon avocat, Prentice, a préparé une action civile pour 312 000 $ de restitution. Avec un avis de litige sur la maison de Victor et un privilège sur le titre de la Mercedes. Chaque mécanisme était en place avant le dîner. Chaque document déposé avant que la première assiette ne soit mise. J'ai failli quitter le dîner sans ouvrir l'ordinateur portable. Assise dans ma voiture dans l'allée de Victor, Jude sur le siège passager. Le dossier d'audit entre nous, le moteur toujours en marche. Tu n'as pas à faire ça ce soir? A dit Jude. Prentice a les documents. Le processus légal fonctionne. Que tu dises un mot à cette table ou non. Il m'a convoqué à cette réunion pour demander de l'argent pour Landon. Encore. À moi. Je sais qu'il va s'asseoir au bout de cette table et expliquer pourquoi son fils mérite plus. De la fille à qui il a donné un pneu crevé. De la mère qu'il vole depuis 14 ans. Jude est resté silencieux un moment. Alors le vélo est dans le garage. C'est tout ce qu'il a dit. Le vélo, le pneu crevé, l'autocollant à 34 $, la rouille sur la chaîne. Ce vélo était la raison pour laquelle je savais compter. Et savoir compter était la raison pour laquelle nous étions ici. Le moteur s'est éteint. La portière de la voiture s'est ouverte. Victor avait organisé le dîner pour discuter de l'aide à apporter à Landon pour une 4e entreprise. Une application de fitness. Sa réunion, sa table, sa porcelaine, que Judith ne sortait que lorsqu'elle gérait une narration. Tout le monde était là. Landon était assis à côté de Brooke. Qui portait la bague à 14 500 $ et ne savait pas d'où elle venait. Jude était assis à côté de moi. Il avait lu l'audit complet. Il m'a serré la main une fois sous la table et l'a lâché. Victor s'est levé au bout de la table et a passé 6 minutes à présenter la nouvelle idée de Landon. Comment la famille devait se serrer les coudes, comment tout le monde devait participer. Judith hochait la tête à tout. Landon souriait à Brooke. Victor m'a regardé. Combien peux-tu mettre? Je dois d'abord te demander quelque chose. C'est à ce moment-là que Victor a décidé de m'achever. Il a posé les 2 paumes à plat sur la table, s'est penché en avant. Et a prononcé la phrase qui était plus forte que tous les chiffres que j'avais jamais comptés. Nathalie, je vais être direct avec toi parce que personne d'autre ne le sera. Tu es allée au Community College à vélo. Tu as épousé un conseiller d'orientation. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas une maison qui vaut plus que ce que j'ai payé pour la voiture de ton frère. Tu es assise dans un bureau de location à compter l'argent des autres. Tu n'as jamais rien construit. Tu n'as jamais rien risqué.
Alors quand je te dis que ton frère a besoin du soutien de cette famille, tu n'as pas le droit de rester assise là avec tes petits rapports d'audit et de faire comme si tu avais gagné le droit de vote à cette table. Ce n'est pas le cas. Judith fixait son assiette. Landon étudiait le mur. La main de Brooke s'est figée sur son verre d'eau. La mâchoire de Jude s'est crispée. Mais son corps n'a pas bougé parce qu'il savait ce qu'il y avait dans l'ordinateur portable. Et son travail était de me laisser l'ouvrir. L'ordinateur portable s'est ouvert. Irene, vas-y. Mon téléphone était sur la table, en mode haut-parleur. La voix d'Irene est parvenue, stable et claire comme un document judiciaire. Elle a lu 3 entrées des relevés bancaires d'Estelle. Date, montant, numéro de compte. 1200 $, novembre 2011. 1200 $, décembre 2011. 1200 $, janvier 2012. Le rythme d'un vol qui a duré 14 ans, sans un seul mois manqué. La mâchoire de Victor s'est crispée. Qu'est-ce que c'est que ça? L'ordinateur portable s'est tourné vers lui. Chaque retrait, chaque catégorie, chaque dollar tracé du compte d'Estelle à sa destination finale. Le tableur n'avait pas besoin que j'élève la voix. Les chiffres ne négocient pas. 47 000 pour l'entreprise de detailing, 28 000 pour l'entreprise de dropshipping. 18 000 pour la SARL d'organisation d'événements qui n'a jamais réservé un événement. Chaque chiffre atterrissait comme un poids distinct sur la table. La bouche de Victor s'est ouverte. Rien n'en est sorti. 14 500 pour la bague au doigt de Brooke. Brooke a baissé les yeux sur son doigt. Elle n'a pas enlevé la bague, mais elle a arrêté de la tourner. Son autre main s'est posée sur ses genoux et y est restée. 92 000 $ du CD de retraite de grand-mère pour la Mercedes garée dans l'allée de Landon. Plus une pénalité de retrait anticipé de 9 200 $. Tu lui as dit que c'était pour des réparations à la maison. Il n'y a pas eu de réparation, papa. Il y a eu une voiture avec un nœud sur le capot. Le visage de Victor a changé par étapes. La couleur a d'abord quitté ses joues, en partant de la mâchoire et en montant. Sa main droite a agrippé le bord de la table jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Sa main gauche s'est déplacée sur ses genoux, puis est revenue sur la table. Puis de nouveau sur ses genoux, comme si elle ne trouvait pas où se poser. Il a dégluti 3 fois. Sa respiration est devenue superficielle. Ses yeux se sont déplacés de l'écran à moi, au téléphone, à Judith. Cherchant quelqu'un qui arrêterait ça. Personne ne l'a arrêté. 312 000 $. 14 ans. Prélevé à une femme de 82 ans qui mange de la soupe en conserve 3 fois par semaine. Parce que son fils lui a dit que l'argent était géré. Landon a repoussé sa chaise, les pieds ont raclé le parquet. Il était debout, les mains le long du corps. Regardant Victor comme on regarde quelqu'un qu'on ne reconnaît soudainement plus. Tu m'as dit qu'elle avait offert, a dit Landon. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Tu t'es assis dans mon appartement et tu m'as dit que grand-mère avait mis cet argent de côté. Parce qu'elle croyait en moi. Tu as dit qu'elle était fière des entreprises. Tu as dit que la bague était son idée. Landon, assieds-toi, a dit Victor. Est-ce que quoi que ce soit de tout ça était vrai? Quoi que ce soit. Victor n'a pas répondu. Il a regardé Judith comme il la regardait toujours quand il avait besoin que quelqu'un gère la pièce. Maman était au courant, ai-je dit. Elle a co-signé le bail de l'appartement de Landon en utilisant l'adresse de grand-mère comme garant. Elle a conduit grand-mère à la banque pour signer les documents de procuration et lui a dit que c'était pour les urgences. Le menton de Judith a baissé d'un demi-pouce. Ta grand-mère voulait aider cette famille, a-t-elle murmuré. Elle a dit qu'elle voulait être utile. L'ordinateur portable s'est tourné vers Judith. Sur l'écran, une photographie d'un relevé bancaire. Au dos, de l'écriture soignée d'Estelle, je n'ai pas autorisé cela. Je ne sais pas où va l'argent. J'ai peur de demander. La bouche de Judith s'est refermée. Ses yeux se sont posés sur la nappe. Elle n'a plus parlé du reste de la soirée. Se lever de la table, c'était comme se lever après 18 ans passés assise au bout de celle-ci.
C'était la partie qu'Irene et moi avions répétée, la partie que j'avais révisée. La partie que j'avais dite à voix haute seule dans ma voiture à 2 heures du matin. Jusqu'à ce que les mots cessent de trembler. Tu as facturé à ta propre mère 1200 $ par mois pendant 14 ans et tu as appelé ça de la gestion. Tu as encaissé son CD de retraite pour acheter une voiture à un jeune de 16 ans et tu lui as menti. Sur la provenance de l'argent. Tu as financé 3 entreprises qui ont tout échoué. Une bague de fiançailles, un appartement, une assurance, des cartes de crédit. Et un style de vie que ton fils n'a jamais mérité. Et chaque dollar provenait d'une femme qui découpait des coupons. Réutilisait le papier d'aluminium et portait les 3 mêmes manteaux pendant une décennie. C'est de l'abus financier sur personne âgée. C'est le nom légal pour ce que tu as fait. Mon avocat, Prentice, a déposé un rapport APS hier. Une nouvelle procuration me nommant a été déposée jeudi. Ton accès aux 41 000 $ restants de grand-mère est terminé à compter de ce matin. Une action civile pour 312 000 $ de restitution a été déposée aujourd'hui. Un avis de litige est maintenant sur cette maison. Et la Mercedes a un privilège sur son titre. Parce que l'argent qu'il a payé n'a jamais été le tien. Les mains de Victor tremblaient. Pas du genre dramatique. Le petit genre qui vit au bout des doigts et ne s'arrête pas. Le genre qui vous dit que le corps a compris quelque chose que la bouche n'a pas encore admis. C'est la dernière conversation sur l'argent dans cette famille qui m'inclut. Le dernier dollar? La dernière faveur. La dernière fois que quelqu'un à cette table me demande quelque chose et s'attend à ce que je reste assise en silence. C'est terminé. Ce soir. Victor a commencé à parler. Tu m'as donné un vélo avec un pneu crevé et tu m'as dit d'apprendre à me battre. Tu as dépensé 312 000 $ de l'argent de grand-mère. Le vélo m'a appris à compter. J'ai compté chaque centime. La chaudière a cliqué dans le couloir. La fourchette de Landon a glissé du bord de son assiette et a heurté la nappe. Et personne n'a bougé pour la ramasser. Brooke regardait la bague à son doigt. Elle l'a tournée une fois. Puis l'a glissée de son doigt et l'a posée sur la table à côté de son verre d'eau. Le diamant a capté la lumière du plafond et a projeté une petite ligne nette sur la nappe. Tu m'as dit que tu avais économisé pour ça, a dit Brooke à Landon. Sa voix était égale, mais ses yeux étaient humides. Tu m'as dit que tu avais mis de l'argent de côté pendant 1 an. Tu m'as montré l'application d'épargne sur ton téléphone. Landon a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti. Personne d'autre n'a parlé de la bague. Landon l'a vue posée sur la nappe. Son visage s'est figé d'une manière différente de l'effondrement de Victor. Le visage de Victor était la peur. Le visage de Landon était le début de la compréhension que la bague, la voiture, l'appartement et chaque entreprise qu'il avait jamais créée avait été payée par une femme qui ne pouvait pas se permettre ses propres courses. Victor a essayé. Il s'est redressé. Il a lissé sa voix pour lui donner un ton qui se voulait raisonnable. Je mettrai en place un plan de remboursement. Chaque centime sera rendu à ta grand-mère. J'ai juste besoin que tu annules le rapport APS. Dis-leur que c'était une erreur de comptabilité. Nous réglons ça en famille. Comme nous avons toujours réglé les choses. L'ordinateur portable s'est refermé. Il est retourné dans le sac. La chaise a été repoussée. Mes pieds m'ont porté jusqu'à l'entrée de la cuisine. Là où ma grand-mère était arrivée 20 minutes plus tôt. Elle se tenait dans le couloir, son sac à main entre ses 2 mains. Le même cardigan bleu, la même posture lente. Son manteau était sur le crochet à côté d'elle. Le manteau a quitté le crochet. Les manches se sont ouvertes. Estelle y a passé les bras. Et j'ai boutonné le bouton du haut parce que ses doigts ne gèrent plus bien les boutons. Sur le seuil, Estelle s'est arrêtée. Elle s'est retournée et a regardé Victor, non pas avec colère, non pas avec tristesse. Mais avec le même regard de 2 secondes qu'elle lui avait lancé à travers la fenêtre de la cuisine 18 ans plus tôt. Quand il m'avait tendu le vélo. Le regard que j'avais été trop jeune pour nommer. Tu as eu 14 ans pour le rendre, Victor, a-t-elle dit. Tu as acheté une voiture. La porte s'est refermée derrière nous.
Jude était déjà au camion. Le moteur a démarré. Estelle était assise sur le siège passager, les mains sur les genoux, regardant la route comme elle regarde tout, silencieusement, complètement, ne manquant rien. J'ai failli appeler mon père le lendemain matin, non pas pour pardonner, non pas pour me battre. Mais parce qu'appeler était ce que 34 ans d'entraînement avaient ancré dans mes mains. À 6h15, mes doigts étaient sur le téléphone et mes yeux sur le comptoir de la cuisine, où la lettre non envoyée d'Estelle reposait dans son enveloppe. La phrase sur le vélo, le mot « choix ». Ma main s'est retirée du téléphone et n'y est pas retournée. Les conséquences sont arrivées comme les conséquences arrivent quand la paperasse est déjà déposée. Silencieusement, officiellement, dans les délais. Landon a emmené la Mercedes chez un concessionnaire 10 jours plus tard. Il voulait l'échanger contre quelque chose de plus petit. Quelque chose sans histoire attachée au capot. Le directeur financier a vérifié le titre de propriété. L'écran a affiché une alerte. Il a levé les yeux vers Landon avec l'expression de quelqu'un qui a déjà annoncé ce genre de nouvelle. Il y a une réclamation légale déposée contre le titre de ce véhicule. Nous ne pouvons traiter aucune vente, échange ou transfert tant que cela n'est pas résolu. Quel genre de réclamation? Un privilège déposé par un avocat nommé Apprentice. Vous devriez les contacter directement. C'est l'avocat de ma sœur. Le directeur financier a fermé le dossier. Alors je vous suggère de contacter votre sœur. Landon a appelé Victor depuis le parking du concessionnaire. Victor n'a pas répondu. Landon a rappelé. Messagerie vocale. Il s'est assis sur le siège conducteur d'une Mercedes blanc nacré avec un pare-choc rayé et un titre de propriété appartenant à une réclamation légale. Et le moteur tournait, mais il n'y avait nulle part où aller. Il est resté assis là pendant 20 minutes. Un vendeur est passé 2 fois devant la fenêtre et n'a pas frappé. 3 semaines après le dîner, Estelle a eu 83 ans. Arlène a organisé un déjeuner d'anniversaire dans un restaurant en ville. 14 membres de la famille sont venus. Victor et Judith étaient là parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Ils se sont assis au bout de la table, et Victor a discuté avec son frère des lions. Du temps et du prix de l'essence. Comme si rien au monde n'avait changé. Arlène s'est levée. Elle a 79 ans, la sœur aînée d'Estelle. Une directrice de banque à la retraite qui a passé 40 ans à lire les chiffres comme je les lis maintenant. Elle a remercié tout le monde d'être venu. Elle a dit qu'Estelle était la femme la plus forte qu'elle connaissait. Et puis elle a lu 3 phrases du résumé de l'enquête APS. Juste 3. Elle n'a pas ajouté de commentaires. Elle n'a pas élevé la voix. Elle les a lus, s'est rassise, et a pris son verre d'eau. Le frère de Victor a posé sa serviette sur la table et a dit « Victor, dehors, maintenant ». Victor n'a pas bougé. Son frère s'est penché plus près et a dit doucement « Tu as volé notre mère. Lève-toi et sors avec moi avant que je ne dise quelque chose que je ne retirerai pas. » 2 cousins à l'autre bout de la table se sont levés et sont partis sans un mot, sans un au revoir. Sans regarder personne. La belle-sœur de Victor a tendu la main sur la table et a posé sa main sur le poignet d'Estelle. Estelle a posé son autre main par-dessus. Au bout de la table, Judith fixait le centre de table, un petit vase d'œillet. Comme si elle essayait de mémoriser chaque pétale pour ne pas avoir à regarder le visage de qui que ce soit. Personne n'a crié. Personne n'a fait de scène. Le silence portait le poids de 14 ans de reçu. Et chaque personne à cette table pouvait sentir exactement à quel point il était lourd. 5 jours plus tard, Victor s'est rendu à l'ancien appartement d'Estelle. Le gérant de l'immeuble lui a dit qu'elle avait déménagé 3 semaines plus tôt. Il a demandé où elle était allée. Le gérant a répondu qu'il n'était pas en mesure de partager cette information. Il est resté un moment dans le hall, les clés à la main. Puis est retourné au parking et est monté dans sa voiture. Il s'est garé dans l'ancienne place d'Estelle. La place avait un nouvel autocollant de numéro. Sa mère avait vécu dans cet immeuble pendant 9 ans. Et le numéro appartenait maintenant à quelqu'un d'autre. Il a appelé mon téléphone. Messagerie pleine. Il a appelé Landon, qui lui a dit. Elle vit avec Nathalie.
Elles ont changé de numéro. Je n'ai pas l'adresse. Il a appelé Irene. Pas de réponse. Il a appelé Judith, qui était dans leur chambre, la porte fermée. Elle a décroché à la 4e sonnerie et a dit 6 mots. Je t'avais dit que ça arriverait. Puis la ligne est devenue silencieuse. Victor est resté assis dans sa voiture, sur la place de parking vide, pendant un long moment. Le moteur était éteint. Les vitres étaient relevées. Son téléphone était dans sa main, mais l'écran était noir. Il avait appelé 4 personnes en 10 minutes et n'en avait joint aucune. La place de parking était peinte d'un numéro qui n'était plus celui de sa mère. Et l'immeuble l'avait déjà attribué à quelqu'un qui y garait une Subaru bleue. Aujourd'hui, la Subaru n'était pas sur la place, mais la voiture de Victor l'était. Et elle n'avait rien à y faire. Et il n'y avait rien d'autre à faire que de rester assis avec ça et de comprendre. Peut-être pour la première fois. Ce que cela faisait de tendre la main vers quelque chose qui avait déjà été donné à quelqu'un d'autre. Si vous êtes resté avec cette histoire jusqu'à la fin, abonnez-vous à Family Secret Tales et laissez un commentaire. Ces histoires prennent du temps à construire, et votre soutien les fait vivre. Février maintenant, un samedi matin. La lumière dans ma cuisine est fine et blanche. Parce que l'hiver dans le Michigan n'essaie d'impressionner personne. Estelle est assise à table en train de manger des flocons d'avoine avec du sucre brun. Utilisant la même longue cuillère en argent aux manches tordues qu'elle utilise depuis 40 ans et refuse de remplacer. Jude est au comptoir en train de faire du café. La machine gargouille et clique, et Estelle la regarde à chaque fois. Comme si elle avait dit quelque chose d'intéressant. À travers la fenêtre de la cuisine, le mur du garage est visible. Le vélo est appuyé contre lui. À la même place qu'il a occupée dans chaque maison où j'ai vécu depuis mes 16 ans. Mais quelque chose est différent. Le pneu est gonflé. Jude l'a pompé le week-end dernier sans rien dire. Il a poncé la rouille de la chaîne, l'a huilé. Et a redressé le vélo pour la première fois en 18 ans. Il n'en a pas fait tout un discours. Il l'a juste fait. L'autocollant à 34 $ est toujours sur le cadre. Cette partie reste. Au-dessus de l'étagère à épices, dans un simple cadre noir, se trouve le relevé de fiducie original de la boîte à gants du Ford Ranger. 86 000 $. Le nombre qui est devenu un diplôme, puis une licence, puis un cabinet. Puis l'audit qui a tout révélé. De l'autre côté de la ville, l'avis de litige est scotché sur le réfrigérateur de Victor. Le couloir est silencieux. La chambre d'Estelle au bout du couloir a un lit défait et un placard ouvert sans rien à l'intérieur. Judith garde la porte de leur chambre fermée la plupart de la journée. Victor boit son café dans la cuisine et regarde la chaise où sa mère s'est assise chaque dimanche. Pendant 9 ans. La chaise est rentrée. Personne ne la tire. Il ne reste plus rien d'Estelle dans cette maison. Pas une photo, pas un pull, pas une cuillère tordue. Elle a pris tout ce qui était à elle. Et tout ce qui était à elle tenait dans 2 valises et une boîte à chaussures pleine de relevés. Bancaire. Estelle vit avec nous maintenant. Sa chambre est au bout du couloir. À la même position que la chambre qu'elle avait dans la maison de Victor. Mais celle-ci a une fenêtre qui donne sur le jardin, une courte pointe qu'elle a choisie elle-même. Et une table de chevet avec un verre d'eau, ses lunettes de lecture. Et une photographie de son défunt mari qu'elle a apporté dans l'une des 2 valises. Elle dîne à notre table. Elle regarde Jeopardy à 19 h. Elle ne mange plus de soupe en conserve. La semaine dernière, elle m'a demandé si j'avais toujours le vélo. Il est dans le garage, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Elle n'a rien dit d'autre. Mais le lendemain matin, quand je suis allé à ma voiture, le vélo avait été déplacé. Pas loin, juste décalé de quelques centimètres. Le guidon avait été redressé. Et appuyé contre le pneu avant, maintenu en place par une petite pierre. Se trouvait une fiche de recette de l'écriture d'Estelle. Mon plat préféré de quand j'étais enfant. Ziti au four avec une chapelure. Au bas de la fiche, en plus petits caractères. Pour la cuisine de Nathalie. Sans date d'expiration. Ma grand-mère m'a donné un camion,
une fiducie, et 18 ans d'économie dont personne ne savait rien. Mon père m'a donné un vélo avec un pneu crevé et 4 mots qu'il voulait être un renvoi. Il avait raison sur une chose. La lutte était réelle. Et la première chose qu'elle m'a apprise, c'est à compter.